Merci de nous rejoindre sur Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici les grands titres. Dans une note d'information et d'orientation rendue publique le 1er juillet 2024, le directeur ad intérim du Programme national du gène aux frontières du ministère de la Santé, Justus Nsiombeta, alerte sur la résurgence du cas de l'épidémie à Covid-19 dans différents pays voisins de la République démocratique du Congo, pouvant avoir un impact direct sur le pays par le truchement des voyageurs. Violation massive de droits de l'homme dans la partie est de la RDC, les efforts se coalisent pour les solutions idoines. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 avec une délégation de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Nsapou. Alors que la coalition M23 RDF poursuit son avancée et la conquête de nouvelles localités dans la province du Nord Kivu, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la présidence de la Russie, se réunira le lundi 8 juillet pour s'épancher sur la crise sécuritaire qui a tendu les relations entre la RDC et le Rwanda. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette session d'information avec la santé. Dans une note d'information et d'orientation adressée notamment aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières et secrétaire général à la santé publique et hygiène, le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières a informé de la résurgence du cas de Covid-19. Certains pays africains et occidentaux ont déjà notifié de cas positifs de cette pandémie. Une réunion de crise doit être convoquée par les autorités congolaises pour des dispositions utiles. Laetitia Moulalou. Dans une note, le directeur du Programme national de l'hygiène aux frontières a fait état de la situation globale de l'augmentation des cas de grippe et de 2 sonnettes d'alarme par le Cameroun à travers le communiqué du ministre camerounais de la Santé publique sur la résurgence ces derniers temps des cas de Covid-19 dans certains pays occidentaux et même africains et le Sénégal avec près de 60% des cas positifs auprès des passagers venant de l'Arabie Saoudite. La RDC accueillant des voyageurs en provenance de nombreux pays occidentaux, asiatiques et africains se doit de prendre au sérieux l'alerte si haut évoquée et en attendant les orientations supplémentaires qui seront issues de la réunion de crise, nos services aux frontières sont appelés à renforcer le paquet d'activités du sous-pilier surveillance au POE, instruit le directeur du Programme national de l'hygiène aux frontières. Pour ce faire, le Programme national de l'hygiène aux frontières demande notamment la surveillance épidémiologique à travers le screening, observation visuelle, prise de la température, remplissage de la fiche sanitaire et recherche des facteurs d'exposition, l'isolement temporaire, le dépistage secondaire, le prélistage des contacts, le référencement pour le prélèvement et la prise en charge, la prévention et le contrôle de l'infection et la communication sur le risque et engagement communautaire dans les POE et leur périmètre de 400 mètres. Notons que il faut éviter les endroits les plus fréquentés, maintenir une distance de plus d'1 mètre, même dans les espaces ouverts, porter un masque double couche, utiliser un masque adapté, se laver les mains fréquemment, même si tout le monde est asymptomatique. Cette vague de Covid est plus meurtrière que la première vague de Covid-19. Restons toujours en santé. 3 cas suspects de monkeypox ont été signalés dans la province du Kwilu, plus précisément dans les territoires de Boulungu. Le chef de division provinciale de la zone de santé de Djouma invite la population au respect de mesures d'hygiène afin de briser la chaîne de contamination de cette maladie virale. Bijou Lumuna. La zone de santé de Djouma, dans les territoires de Boulungu, est frappée par la maladie de monkeypox. 3 cas suspects ont été enregistrés dont un enfant, garçon près de 7 ans, depuis quelques jours. L'information est livrée par le chef de division provinciale de la santé. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Dr Jean-Pierre Matela, chef de division provinciale de la santé, invite la population au respect des mesures d'hygiène afin de briser la chaîne de contamination de cette maladie virale.
Je veux dire à notre population de Djouma qu'une personne présentant des éruptions cutanées, vous devez l'envoyer dans une formation sanitaire la plus proche. Pour ceux qui sont déjà malades, ils doivent éviter de toucher les gens et les objets partagés avec d'autres personnes. Évitez aussi de manipuler les animaux sauvages, a-t-il déclaré. À noter que le monkeypox est une maladie virale similaire à la variole, transmise principalement par des animaux sauvages, en particulier les rongeurs. Elle peut également se propager d'une personne à une autre par contact direct avec des fluides corporels ou les lésions cutanées. Bien que moins grave que la variole, le monkeypox peut causer divers symptômes chez les humains tels que de la fièvre, des maux de tête, des éruptions cutanées, des douleurs musculaires et des ganglions enflés. Changeons de cap à présent. La Commission nationale des droits de l'homme veut saisir les instances internationales pour dénoncer les violations de droits humains perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a abordé cette question ce mercredi 3 juillet 2024 dans son cabinet de travail à Kinshasa avec une délégation de cette institution d'appui à la démocratie conduite par son président Paul Nsapou Mukulu. Suivez. Je vais bien avec toute l'expression de notre concitoyen. Après sa tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo, la chef du gouvernement a saisi l'occasion de cet tête-à-tête avec le membre de la CNDH pour alerter sur les cas des violations massives de droits de l'homme dans cette partie du pays pour des solutions idoines. De nombreux groupes armés écument l'est du pays, notamment les ADF ainsi que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour le président de la CNDH, il faut saisir les instances internationales. Il y a des situations sur lesquelles on doit beaucoup travailler. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé, et toutes ces questions, les attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués, nos populations subissent vraiment des conséquences énormes à l'est du pays. Et c'est dire que de ce côté-là, la situation n'est pas guère reluisante et nous sommes en train de nous organiser pour argumenter davantage et nous présenter au niveau des instances internationales avec cette situation et pour que justice soit faite à la RDC et sa population. Après ces tête-à-tête, la première ministre Judith Suminwa réitère la détermination du gouvernement de promouvoir la défense des droits de l'homme. Restons toujours à la primature. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été reçue le mardi 2 juillet 2024 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il était question pour ces deux personnalités d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de plaidoyer sur la drépanocytose et l'éducation en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Les deux dames ont échangé sur les préoccupations de la population portées par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Les deux personnalités ont aussi échangé sur la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Elles s'y sont entretenues aussi sur le soutien du gouvernement au programme Excellencia, une bourse d'études. Elles s'y sont entretenues aussi sur le soutien du gouvernement au programme Excellencia, une bourse d'études que la fondation, dirigée par l'épouse du président de la République, octroie depuis 2019 aux élèves finalistes qui obtiennent la grande distinction à l'examen d'État. Joël Makubikwa, coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, a relevé l'impact du plaidoyer sur la drépanocytose mené par la première dame. La première dame, comme vous le savez, elle porte la question de la drépanocytose. Elle a un plaidoyer qui porte sur 7 points. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé, mais on n'est pas non plus là où nous étions il y a 5 ans. Aujourd'hui, sur les différents plaidoyers que porte la première dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge, il y a
la question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui parlent de la drépanocytose, ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on parle de la question, plus on sensibilise et de meilleurs résultats on va avoir sur le terrain, premièrement. Deuxièmement, comme on a pu le voir, le centre de médecine mixte et d'anémie SS, le centre Mabanga Yolo, a été complètement réhabilité. L'état dans lequel ça se trouve actuellement, je pense que les malades qui y sont soignés n'ont rien à envier de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu des pas considérables et nous sommes en train d'avancer. Notons que la lutte contre la drépanocytose est l'un des combats que mène Denise Nyakero à travers sa fondation. Depuis le moment où elle porte à cœur cette question, plusieurs ONG aujourd'hui en parlent de plus en plus publiquement et cela représente une très bonne avancée. Situation sécuritaire en RDC, retenez que le Conseil de sécurité de l'ONU sous la présidence de la Russie se réunira le lundi 8 juillet et se penchera sur la crise sécuritaire qui a tendu les relations entre la RDC et le Rwanda. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, est attendue afin d'exposer sur le progrès du processus de désengagement de la MONUSCO et des casques bleus à l'est de la RDC. Commentaire. À New York, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a annoncé qu'au cours du briefing de la semaine prochaine, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, devrait faire un exposé notamment sur le progrès du processus de désengagement de la MONUSCO afin de permettre au Conseil de sécurité de décider de prochaines étapes d'un retrait progressif, responsable et durable des casques bleus. Selon les sources onusiennes, il ne semble pas envisageable que la MONUSCO se retire du Nord Kivu et de l'Ituri, les deux provinces restantes de l'Est de la RDC, après le désengagement du Sud Kivu, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle et de défis en matière de protection des civils. Cette question devrait être abordée en décembre lors du renouvellement du mandat de la mission. Face à l'avancée de la coalition M23 RDF, le Conseil de sécurité discutera également de l'appui à la force régionale de la SADC. L'option la plus réaliste semble être d'autoriser la MONUSCO à fournir un soutien logistique et opérationnel au SAMI DRC dans la limite de ressources existantes conformément à la résolution 2717. La France, qui est le rédacteur sur la résolution sur la RDC, devrait probablement proposer un document du Conseil pour trancher la question. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a déployé sa force connue sous le nom de mission SADC en RDC, SAMI DRC, dans l'est de la RDC en décembre 2023 et a demandé un soutien logistique et opérationnel de l'ONU. Dans une lettre du 8 mai, adressée au président du Conseil de sécurité, la RDC a soutenu la demande de la SADC. Auparavant, dans son communiqué du 4 mars, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a approuvé le déploiement de la force demandée au Conseil de sécurité, fournir de ressources matérielles et financières nécessaires pour permettre à la SAMI DRC de s'acquitter efficacement de son mandat. Rendons-nous à la chambre basse du Parlement, allais-je dire. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Sengeki, a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 en son cabinet de travail avec la délégation de députés nationaux de la province de la Chuapa. Cette délégation a été conduite par le président du caucus de députés nationaux de la Chuapa, l'honorable Célestin Engelemba, qui a dressé un tableau sombre de cette province marquée par le conflit post-électoral au niveau du territoire de Befali. Images et commentaires. Il a été avant tout pour ses élus de féliciter l'un de leurs, le professeur Jacques Njoli, pour avoir été élevé au rang de rapporteur de la Chambre basse du Parlement après les élections de membres du bureau définitif. Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la Chuapa, Célestin Engelemba, a dressé un tableau sombre de cette province, marqué notamment par la paye des enseignants et d'autres fonctionnaires qui, jusqu'à ces jours, posent problème, faute de banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, c'est les conflits post-électoraux au niveau du territoire de Befali. Après avoir clôturé la session, on ne devrait pas partir sans venir voir notre
unique fils qui est au bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'honorable Jacques Njoli, le rapporteur. Nous devions quand même passer pour des civilités et lui présenter les félicitations de toute la province de la Tchoapa, qui est très contente d'avoir un digne fils qui est élevé en ses titres comme rapporteur national de l'Assemblée nationale. Beaucoup de points, parce que vous savez, hier on a parlé de quelque chose avec le président et puis nous devions lui dire aussi, parce que le paiement des agents de l'État, de l'enseignement, tout comme des agents de fonction publique au niveau de la province de la Tchoapa, souffre encore une fois. On ne sait pas comment arriver, parce qu'il n'y a même pas une banque commerciale sur place et ça pose problème. Mais à son niveau comme rapporteur national, il devait aussi être convié de la question pour que nous puissions voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on a parlé, notamment la question de la compréhension, un conflit post-électoral qui est au niveau de Befalé. Et nous pensons que nous pouvons voir comment descendre sur le terrain et pourquoi pas aussi parler de la gestion de l'environnement dans la province de la Tchoapa, parce qu'on n'a pas une autre source que la forêt, l'eau et les tourbières. Nous pensons que dans les jours qui viennent, après ces déplacements, on pourra encore revenir pour voir les autorités de la place. Bon, il est très content parce que, vouloir ou pas, il est de mère et de père Tchoapa, et voir ses compatriotes venir au nom de toute la communauté de la Tchoapa, le voir, il était très content de nous recevoir et puis il nous a encore promis que toutes ces portes seront ouvertes, la nuit tout comme la journée. On peut les voir pour que nous puissions échanger pour l'intérêt de la RDC et pour l'intérêt de la Tchoapa comme province qui nous a fait naître. Satisfait de cette rencontre, le professeur Jacques Njoli a promis à ses hôtes de ne ménager aucun effort et de s'impliquer personnellement pour résoudre tous ces problèmes le plus rapidement possible afin que la quiétude et la cohésion règnent dans la province de la Tchoapa. Les députés nationaux de la province de la Tchoapa sont répartis très satisfaits de l'oreille attentive que le rapporteur de l'Assemblée nationale a accordée à leurs préoccupations. Et puis en société, les producteurs d'huile de palme à Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo, sont continuellement exposés à un risque mortel dans les processus de production de cette huile culinaire. Pour cause, les procédés et les outils de production demeurent encore archaïques. Et pourtant, l'huile de palme, qui fait partie de la gamme culinaire congolaise, est très consommée. Regardez. Le rituel est le même et ce coupeur artisanal de noix de palme les répète depuis plusieurs années. Il grimpe sur les palmiers géants des sacs contrés pour couper ces noix perchées jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Le procédé est risqué, d'autant plus que les outils de travail sont encore rudimentaires. Les risques s'accroissent davantage durant la saison où les noix mûrissent. En ce moment-là, les serpents noirs vont s'installer sur ces géants palmiers d'Afrique puisqu'ils fuient l'humidité au sol et cherchent à manger là où plusieurs insectes vont se réfugier. En dépit de tous ces risques, ces producteurs d'huile rencontraient à Lemba, une agglomération du territoire de Lukula, dans la province du Congo central, est loin de se décourager. Ils continuent de le faire pour trouver de quoi vivre. Je viens de descendre de ces palmiers. Ici, nous sommes à Lemba. C'est dans cette activité que nous exerçons. Je viens de couper les régimes des palmes. Nous sommes dans la débrouillardise. Comme c'est difficile de trouver de l'emploi, c'est comme ça que nous vivons. Comme j'ai vendu des noix, après 2 jours, je vais les dépicer. Après, je les amènerai à la machine à huile. Nous allons les bouillir d'abord. Après, nous les mettons dans les fûts qui nous aident à produire de l'huile. Et ensuite, il y aura de l'huile. Quand il a fini de couper le noix des palmes, il redescend, range les outils qui l'ont permis de grimper sur ces palmiers. Il prend la direction de l'huilerie artisanale installée non loin de la plantation. Il se soumet à cette procédure jusqu'à obtenir l'huile rouge prête à la consommation. Dès qu'elle sort de cette usine artisanale, l'huile prend la direction du marché où sont stationnées les vendeuses pour l'écouler. Beaucoup de consommateurs d'huile de palme ne sont pas conscients
conscient des dangers qui bravent ces producteurs artisanaux. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de risques. Il y a d'autres qui vont au champ pour couper les noix des palmes et ils trouvent la mort. Donc c'est un travail pénible. Que Dieu les aide parce que c'est grâce à eux que nous avons l'huile et les noix des palmes que nous utilisons. En RDC, l'huile de palme est très utilisée pour la cuisson des aliments et d'autres usages thérapeutiques. Il y a quelques années en arrière, la RDC était parmi les premiers producteurs d'huile de palme dans le monde. Avec la baisse de la production industrielle, le pays a régressé dans ce classement. En sport, pour finir, les Léopards dames poursuivent leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2025 au Maroc. Le 12 et 16 juillet prochain, l'équipe nationale disputera 2 matchs amicaux contre le Lyon du Sénégal à Thiès. Merveille Loabéa pour le commentaire. C'est parti! Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la fenêtre internationale de juillet. Il s'agira du 2e stage de Léopard en Afrique du Nord cette année, après celui effectué à Berkane en mai-juin, où ils avaient affronté à 2 reprises les Lions du Sénégal, s'inclinant à chaque fois 2 buts à 1, 3 buts à 2. Le Sénégal, quart de finaliste de la dernière CAN, sera un adversaire de qualité pour la RDC, vice-championne d'Afrique en titre. Ces matchs amicaux leur permettront de s'y juger face à une nation en pleine ascension sur la scène continentale et de continuer leur préparation en vue de la CAN 2025 au Maroc. Depuis septembre dernier, les Léopards ont entamé une dynamique positive avec déjà 6 matchs officiels et 4 rencontres amicales disputées. Ces 2 nouveaux matchs, le 9e et le 10e en 10 mois, représentent une opportunité importante pour la sélection congolaise de progresser un an avant la prochaine compétition majeure. Sous la pression du chronomètre, les filles de la RDC devront hausser leur niveau face aux Lions du Sénégal en juillet. La passe de Kipoyi, encore Merveille Kanjinga Merveille, elle tente de percer, encore Kanjinga, les bons crochets, Kanjinga, il fallait... C'était là les commentaires de Merveille Loabéa plutôt, et c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Dans une note d'information et d'orientation rendue publique le 1er juillet 2024, le directeur ad intérim du programme national du gène aux frontières du ministère de la Santé, Justus Nsiombeta, alerte sur la résurgence du cas de l'épidémie à Covid-19 dans différents pays voisins de la République démocratique du Congo, pouvant avoir un impact direct sur le pays par le truchement des voyageurs. Violation massive de droits de l'homme dans la partie est de la RDC, les efforts se coalisent pour les solutions idoines. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 avec une délégation de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Nsapou. Alors que la coalition M23-RDF poursuit son avancée et la conquête de nouvelles localités dans la province du Nord Kivu, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la présidence de la Russie, se réunira le lundi 8 juillet pour se pencher sur la crise sécuritaire qui a tendu les relations entre la RDC et le Rwanda. Vous l'avez certainement suivi, compris, c'est la fin de cette session d'information. Je vous retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.